Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Bonjour à tous et salut Claire. Salut. Mais donc on est en direct du PodBXL, j'y crois pas. C'est la première fois que j'ai un public et les autres vont arriver, ils sont encore en train de manger, mais c'est trop cool. Mais du coup, avec ceux qui sont présents, on va peut-être faire un petit test. Est-ce que tu es là, public ? Allez, quand même, hein, pas nombreux, mais on a les meilleurs, c'est génial. Gardez cette énergie-là parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Je voudrais quand même faire une intro très rapide avant de te passer la parole, Claire. Je voudrais quand même dire que c'est très spécial pour moi d'être là aujourd'hui. C'est une sorte de boucle qui est bouclée parce que le premier épisode de 99 Challengers est sorti il y a maintenant presque 2 ans. Et depuis, c'est une aventure fabuleuse. Mais cette aventure n'aurait peut-être jamais commencé si je n'avais pas rencontré Michel Godard. Voilà, qui, comme vous avez compris, organise PodBXL et donc est son organisation de Podcast Factory dont je fais partie. Organisation, org, forcément. Donc, Michel m'a donné un énorme coup de main et donc il a permis le lancement de ce podcast. Et donc, en parlant de coup de main pour le lancement, j'y reviendrai plus tard. Mais le podcast, c'est aussi d'autres super belles rencontres et notamment la rencontre avec les membres de l'équipe Bad Geek. Wouhou! Alors, Bad Geek, donc c'est le grand frère, comme on l'a dit ce matin, le grand frère ou la grande sœur, comme vous voulez, française de Podcast Factory org. Et je voulais dire, ça me tenait à cœur de le dire au début de cet épisode, que ces gens ont des points communs. C'est vraiment une passion dévorante pour le podcast. C'est un cœur énorme. Je ne peux pas dire gros comme ça parce que c'est audio, donc on ne voit pas. Enfin, tout le monde ne verra pas, mais c'est un cœur énorme. C'est donner sans compter. Ça, c'est vraiment un truc fou. Et puis, ce sont de très, très belles valeurs. Donc, je voulais vraiment qu'on les applaudisse encore très fort et qu'on fasse plein de bruit pour eux. Michel va pleurer. Merci beaucoup. Et donc voilà, j'ai décidé que par rapport à ça, d'essayer de faire un cercle vertueux. J'ai voulu que la générosité et l'entraide, du coup, soient mon fil rouge pour aujourd'hui. Alors donc, événement spécial, format spécial, invité spécial. En général, 99 Challengers, ce sont des interviews d'entrepreneurs à impact positif qui sont déjà établies. Mais aujourd'hui, j'ai voulu inviter Claire Bossard, qui, elle, est en démarrage de projet, donc n'est pas encore lancée. Et pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai tout de suite accroché avec la personne et le projet, vous allez voir. La deuxième, c'est que je trouve que trop souvent, on parle des success stories. Alors évidemment, forcément, c'est plus vendeur, c'est clair, c'est mieux pour l'audimat, d'inviter des gens qui sont déjà rich and famous, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est pas ma philosophie, et encore moins aujourd'hui. Je trouve qu'il y a vraiment des gens super inspirants qui, comme tous en fait, commencent quelque part et qui méritent de la visibilité. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais inviter Claire. Et troisièmement, donc dans la continuité, je lui ai pas dit, mais aujourd'hui, je voulais en fait faire une espèce de petit pitch décontracté pour Claire. Parce que c'est ce que souvent mes invités m'ont dit aussi dans le podcast, leur réussite, ils la doivent à des mains tendues à un moment, à des gens qui sont tombés du ciel et qui leur ont offert des cadeaux. Et donc je voulais faire ça aujourd'hui. Je sais que dans la salle, il y a plein de talents, de dons ou simplement de la générosité. Et je voulais qu'on fasse avancer Claire dans son projet parce que c'est pas facile. Et donc voilà, vous allez être sollicités aujourd'hui. On y reviendra plus tard, ou peut-être qu'on peut déjà parler, en fait. Là-bas derrière, il y a un petit panier avec des petits papiers. Voilà. Ouais, tu peux le laisser là, très bien.
Et donc, si vous avez des cadeaux, si vous avez des propositions à faire à Claire, si vous avez des idées pour faire avancer son projet, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à laisser, ou bien si vous voulez lui laisser un petit mot d'amour, n'hésitez pas à laisser un petit mot à Claire là-bas. Il y a des petits papiers et des bics, donc voilà. Je vais pas être plus longue, on discutera de tout ça au fur et à mesure, mais avant, peut-être un petit jingle. I got 99 problems, but changing the world ain't one. C'est possible vu qu'ils l'ont fait. Je te parle de ces gens qui ont pris la bretelle de sortie, le chemin de traverse, qui ont réinventé les codes, qui ont bousculé les business models habituels pour se créer leur propre réalité. Aller à contresens pour retrouver du sens. Ils entreprennent, ils agissent, ils ont soif d'impact positif et de liberté. Je te présente les histoires extraordinaires de ces 99 Challengers qui, a priori, avaient tout d'ordinaire. Et si ça t'inspire et que tu veux faire comme nous, je n'ai qu'une chose à te dire, vas-y, fonce. Je suis Alison Picalosa et tu écoutes 99 Challengers, le podcast. Public, est-ce que tu es toujours là ? Salut Claire, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton background, ton parcours, et puis surtout, quel est ton projet, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Alors déjà, bonjour à tous. Merci Alison pour l'invitation. Merci à PodBXL pour l'accueil. Et merci à vous, public, pour votre écoute et votre énergie déjà. On sent déjà que vous avez le feu. Donc du coup, pour me présenter, donc moi je m'appelle Claire, je suis française d'origine mais belge de cœur. Donc ça fait 10 ans que j'habite en Belgique maintenant, et moi je suis donc biochimiste, et j'ai notamment fait toute ma petite carrière depuis 10 ans dans les cosmétiques, mais j'ai décidé il y a quelques mois maintenant de me lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. En fait, je suis revenue d'un voyage l'année passée, en août, et ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur mon parcours professionnel, mes attentes et des nouvelles ambitions dans mon projet. Et quand je suis revenue à Bruxelles, en fait, j'ai une personne qui m'a recontactée. Donc, qui s'appelle Marguerite, et que j'avais rencontrée dans le cadre de mon ancien travail, et qui m'a recontactée et qui m'a dit voilà, je sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an, et je me rappelle que tu faisais des cosmétiques, et moi voilà, j'aimerais te re-rencontrer et qu'on discute un petit peu et savoir si tu serais intéressée de collaborer avec moi. En fait, Marguerite, elle est cultivatrice de plantes, et elle avait un projet là-dedans, mais malheureusement, voilà, comme tout entrepreneur, il peut y avoir des hauts, des bas, et puis elle a décidé d'arrêter parce qu'elle avait fait un burn-out. Mais elle avait envie de se relancer quand même dans la folle aventure, et elle m'a dit j'aimerais bien qu'on le fasse à 2. On avait des compétences plutôt complémentaires, donc moi plutôt biochimiste et elle cultivatrice de plantes, et donc on s'est rencontrés, on a discuté, et elle m'a dit voilà, est-ce que tu aimerais qu'on collabore, et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes attentes, les mêmes visions, les mêmes valeurs, et donc c'est comme ça qu'est né notre projet, donc dans les cosmétiques naturels. Oui, comment expliquer, on s'est dit, en fait, elle est cultivatrice de plantes, moi je suis biochimiste, pourquoi pas commencer à faire des cosmétiques, mais en partant du jardin, donc en partant de fleurs. Et donc après, en brainstormant, on s'est dit à partir de fleurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les faire sécher, on peut faire des macérats, on peut faire et à partir de ces macérats, on peut faire des produits. Et en fait, toutes les deux, on voulait faire quelque chose des cosmétiques plutôt simples, avec le plus naturel possible, le plus transparent possible. Et c'est là qu'on s'est dit en fait
des cosmétiques qui demandent pas beaucoup d'investissement, qui demandent pas beaucoup d'ingrédients, mais qui sont efficaces. Et en fait, c'est là qu'on a pensé au baume cosmétique. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un baume cosmétique. Donc est-ce que je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est qu'un baume cosmétique? Non. En fait, un baume, ça peut avoir plusieurs. Souvent, en fait, les gens ils associent un baume à lèvres. Souvent, c'est ce qu'on trouve le plus dans le marché. En fait, un baume cosmétique, c'est un peu comme une crème, mais ça ne contient pas d'eau. En fait, donc une crème cosmétique, c'est c'est un mélange d'eau et d'huile. Et alors qu'un baume, ça contient pas d'eau. Donc c'est plutôt un mélange de corps gras. Donc ça peut être des cires, des huiles, des macérats, des beurres cosmétiques. Alors qu'une crème, c'est un mélange d'eau et d'huile, ce qui fait que ça, comme c'est pas miscible, ça demande des additifs supplémentaires qui sont plutôt chimiques pour que ça reste stable. Alors que un baume, c'est juste un mélange de corps gras et donc ça demande moins d'additifs, pas de conservateurs parce qu'il y a pas d'eau. Donc voilà. Et voilà, c'est plus simple. Et surtout, nous, on voulait que ce soit le plus naturel possible. Et en fait, un baume, ça peut être 100% naturel. Donc, et puis voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Moi, ça faisait longtemps que je voulais. Souvent, la casquette de biochimiste, dans les cosmétiques, on m'a toujours demandé est-ce que tu as ta propre marque de cosmétiques? C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence quand même dans les cosmétiques. Et puis, j'avais pas envie de juste lancer un projet pour lancer un projet. Il fallait qu'il y ait une histoire derrière, et puis voilà, c'est Marguerite qui est venue vers moi et qui m'a dit est-ce que ça te dit qu'on lance quelque chose ensemble? Et je trouvais ça très chouette qu'on ait une complémentarité dans nos compétences, et le fait de partir en fait de la fleur, je trouvais que c'était une plus-value parce que souvent dans le milieu des cosmétiques, c'est plus des gens qui travaillent dans le marketing, dans la com, qui ont une idée et qui en fait mettent qui créent une idée et puis ensuite qui vont chercher les personnes, les compétences qu'elles n'ont pas, donc des laboratoires qui leur font leurs produits. Et donc nous, on voulait vraiment tout faire du début à la fin. Et donc après, c'est comme ça qu'on s'est associé, qu'on a amené une troisième personne dans le projet, qui est plus donc tout ce qui est dans tout ce qui est marketing et com, pour que vraiment on puisse balayer toutes les étapes un peu du projet. Ouais, c'est important d'avoir des personnes pour chaque partie de la chaîne. Et puis en fait Marguerite, elle avait déjà un projet avant et elle s'est rendue compte que c'est aussi pour ça qu'elle a dû arrêter. C'est parce qu'en fait elle voulait tout faire. Donc elle faisait et la cultivation des plantes et les produits et la vente et la marketing et le com. Et en fait elle s'est rendue compte que c'était pas possible. On est tous humains, on a tous des compétences plutôt ciblées, et de tout vouloir balayer, ça devient compliqué en fait. Donc on s'est dit le mieux c'est de trouver des personnes qui ont des compétences complémentaires des nôtres. Et là, ça s'est aligné de manière très naturelle. On avait toutes les trois une envie de même projet. C'est cette histoire de baume, en fait, c'est venu en brainstormant toutes les trois. Et donc voilà. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on creuse le sujet, parce que il y a plein de choses à dire. Mais avant ça, moi, je voulais un petit peu parler de l'industrie du cosmétique. Alors, tu en as déjà touché un mot. Est-ce que finalement, dans l'industrie traditionnelle, est-ce qu'on fait les choses à l'envers? Puisque tu l'as dit, on part d'abord de marketeurs qui veulent lancer une idée, plutôt que de partir vraiment des gens finalement du jardin, de la terre, comme c'est ton cas, comme c'est le cas de Marguerite aussi. Je voulais savoir, parce qu'on dit tellement de choses, l'industrie cosmétique, on en parle quand même beaucoup. Je voulais avoir ton avis sur la question. En quoi, toi, tu apportes une nouvelle solution? Tu l'as dit, il y a aussi beaucoup de concurrence, que ce soit dans le cosmétique traditionnel, mais aussi maintenant l'arrivée de tout ce qui est bio, peut-être plus naturel, etc. Donc, je voulais avoir un petit peu ton avis sur la question, et aussi, j'imagine qu'en tant que biochimiste, vraiment, tu as vraiment un éclairage particulier. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui?
Bah alors oui, les cosmétiques c'est un vaste sujet. Moi, j'avais, comme tout consommateur lambda, une idée en tête que ce soit pour les cosmétiques ou même l'alimentaire, chaque marque fabrique ses produits. Mais en fait, c'est ce qu'on pense, et c'est ce qu'on nous fait penser via le marketing, etc. Mais en fait, c'est rarement le cas. Pourquoi ? C'est parce que il faut avoir le budget, les compétences, et souvent on manque de temps, de matériel, etc. Et en fait, souvent dans les cosmétiques, et les startups notamment, c'est plus des gens qui ont une idée, qui ont des valeurs, mais qui n'ont pas les compétences. Voilà, tout le monde n'a pas fait et marketing et des études plus chimistes pour pouvoir créer ses propres produits. Et donc en fait, souvent c'est surtout en Belgique, le monde des cosmétiques, il est quand même assez restreint. Souvent, il y a les marques, elles se tournent vers des usines qui sont en France, parce que voilà, les cosmétiques, ça reste quand même une tradition française, et il y a beaucoup plus de laboratoires en France, et donc plus de concurrence et des prix plus attractifs en France. Et donc du coup, souvent les marques, elles vont se tourner vers des laboratoires qui soit leur développent des formules, soit il y a même des laboratoires en fait qui ont des formules blanches. Donc voilà la formule d'une crème, voilà la formule d'un shampoing, voilà la formule d'un savon, et ensuite les marques, elles peuvent décider moi je veux ajouter tel parfum ou ajouter tel actif, parce qu'en fait ça coûte moins cher, parce que les laboratoires, ils vont avoir les formules de base, ils vont avoir les matières premières de base pour fabriquer les produits, et ensuite les marques, elles ont plus qu'à dire moi je veux ajouter tel additif ou tel parfum, donc ils vont fournir le laboratoire en tel ingrédient, et c'est comme ça que va se diversifier les différentes formules qu'on voit sur le marché. Mais finalement, en fait, on arrive souvent à des formules qui sont assez similaires, mais les marques, elles vont beaucoup jouer sur le packaging, l'étiquette, pour attirer en fait le consommateur, parce que voilà, on est tous humains, et finalement qu'est-ce qui nous attire en premier sur un produit ? C'est le packaging, et donc c'est souvent le cas dans les cosmétiques et même dans l'alimentaire. C'est que la plupart des marques elles vont faire appel à des sous-traitants en fait. Donc voilà. Et moi, j'ai découvert un petit peu le monde des cosmétiques, parce que pendant 3 ans, j'ai travaillé en tant que auditrice de produits, de la certification de produits cosmétiques bio, et pour EcoCert, pour ne pas le nommer, je sais pas si vous connaissez. C'est une grande entreprise française qui travaille dans la certification, pas que des produits cosmétiques, mais l'alimentaire, les textiles. Et donc en fait, en tant qu'auditrice, j'étais amenée à rencontrer pas mal de clients différents, que ce soit des fournisseurs, des usines, des marques, des grosses marques, mais aussi des petites marques. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte de la diversité des parcours. Oui, la plupart ils font appel à des laboratoires, mais il y a quelques petites marques qui essayent de marquer de creuser leur trou, comme on dit, et qui commencent petits, qui commencent à faire ça chez eux, et puis qui grandissent, et puis qui font appel ensuite à des laboratoires, parce que souvent les quantités sont trop importantes pour continuer à faire ça seul. Ouais, et au niveau budget, est-ce que c'est simple quand on a envie de se lancer comme ça, quand on a une petite structure ? Je sais qu'il faut déposer les recettes, tout ça, c'est... Oui, ça demande un certain budget. Après, nous aussi, c'est pour ça qu'on s'était orienté vers le baume, parce que en fait, une crème, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un mélange d'eau, d'huile, donc il faut faire une émulsion, on appelle, et donc ça demande des appareils qui sont quand même particuliers, qui ont un coût, alors que les baumes, je dis pas que c'est simple à faire, mais c'est un mélange qui demande moins de matériel. Mais donc c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers le baume, c'est parce que ça demandait un investissement qui est moindre.
parce que bah voilà, en tant qu'entrepreneur, bah il faut trouver les budgets, puis il faut trouver la place aussi. On n'a pas forcément la place pour mettre un émulsionneur dans sa cuisine ou dans son petit atelier. Et puis ça a un certain coût aussi. Et on peut trouver des subsides, on peut trouver des financements, on peut faire des crowdfunding, mais voilà, ça demande au début on doit penser à tellement de choses que voilà, on essaie de commencer au plus simple, quitte à se diversifier ensuite et faire des produits plus complexes, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui se disent en fait j'ai pas envie d'acheter le matériel, donc je vais demander à un laboratoire qui a déjà tout, et comme ça me demande moins d'investissement. Ok. Et niveau greenwashing, du coup, tu l'as dit, tu étais dans l'audit avant, j'imagine que tu as plein de choses à nous dire. Parce qu'en tant que consommateur, moi, c'est mon problème, et c'est le problème d'autres personnes aussi, je pense, c'est que on s'y retrouve plus, en fait. Et c'est vrai qu'il y a plein de certifications, mais on se rend bien compte que voilà, les marques, surtout les grosses marques, arrivent souvent à nous mettre un peu de poudre aux yeux comme ça et de faire croire que tout est beau, tout est joli, tout est bio, tout est naturel, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le sujet? Qu'est-ce que tu as pu observer ou qu'est-ce que tu sais de ton expérience? Oui, alors, moi, je trouve que c'est un peu... c'est toujours le cas, c'est qu'on essaie un peu de brouiller le consommateur. Donc il y a une réglementation, donc des réglementations, ça c'est la Commission européenne qui décide. Donc il y en a une en alimentaire, il y en a une en cosmétique, mais bon, tout le monde le sait, il y a du lobbying derrière. Et le lobbying, c'est souvent des grandes marques qui essaient c'est eux qui incitent en fait les personnes qui prennent les décisions à la Commission pour que ça soit à leur avantage. Donc il y a quand même des règles qui sont pas faussement, mais qui protègent quand même le consommateur. Donc il y a, par exemple, pour un produit cosmétique, c'est obligatoire de mettre la liste des ingrédients derrière. Mais bon, la liste des ingrédients, elle est pas souvent très claire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent on comprend rien. En fait, si on n'est pas chimiste, on comprend pas trop ce qui est écrit dans la liste. Alors il y a quelques années, il y a des startups qui ont commencé à faire des applications pour scanner les listes d'ingrédients et pour nous dire pour faciliter la compréhension en fait des listes d'ingrédients pour les consommateurs, avec un code couleur green, orange ou rouge, pour vous dire voilà, ça c'est un bon produit, c'est un produit risqué, ou c'est un produit il faut éviter, en donnant un score, etc. Mais alors là c'est difficile de faire la part des choses, parce que moi je suis pas derrière ces startups là qui ont lancé ces scannings, mais il y en a beaucoup qui disent que justement derrière c'est les grosses marques, c'est L'Oréal qui va payer pour que y ait un bon score dans leurs produits. Alors c'est nous quand je travaillais chez Ecocer justement, c'était un peu compliqué parce qu'on nous demandait souvent qu'est-ce que vous en pensez vous, mais en fait, on nous dit pas tout. C'est pas parce que voilà, je travaillais dans la certification qu'on avait accès, même si on venait auditer les marques, on n'avait pas accès à toutes les informations. Mais c'est vrai que normalement, une petite marque qui a que des produits naturels, il y a pas de raison qu'elle ait pas un bon score. Mais par contre, le cas inverse, c'est une grosse marque qui a une formule qui est pas forcément très clean, qui s'avère qu'elle a une bonne note sur l'application. Donc ça je peux pas me positionner, mais parce que voilà, moi-même je n'ai pas été amenée à interroger les marques. Je suis désolée, j'ai oublié en fait le nom de. Et peut-être que vous utilisez en fait, peut-être dans le public, il y en a qui utilisent cette application. Voilà, Yuka. Mais il y en a une aussi qui est spécialisée dans les cosmétiques. Donc mais maintenant, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui sont plus ou moins renommés. Mais c'est vrai que c'est normal en fait. Un consommateur lambda, il a pas envie de passer du temps à chercher sur Internet. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tel et tel ingrédient? Donc c'est la simplicité. C'est la simplicité. Et comme je dis, normalement, une petite marque qui a une formule naturelle, il n'y a pas de raison qu'elle ait une mauvaise note en fait. Ok. Et alors oui, tu m'as posé une question par rapport à la certification, justement, la labellisation. En fait, ça c'est aussi un sujet, un vaste sujet. En fait, un consommateur, il fait pas forcément la différence entre labellisation et certification. Mais en fait, souvent on voit des logos
Et des logos, ça peut être juste une appartenance à une par exemple comment ça s'appelle déjà le nom me vient pas non plus. T'es déjà sais pas de quoi tu non, mais si on veut que nos produits ne soient pas testés sur les animaux, par exemple. Oui. Cruelty free. Cruelty free, voilà. Okay. En fait, il va y avoir un logo sur le produit, mais en fait, il faut savoir que en Europe, ça fait des années que c'est interdit de faire des tests sur les animaux. Donc en fait, tout le monde pourrait être cruelty free. Parce que il y a aucune marque en Europe qui teste ses produits sur les animaux. Donc en fait, ça c'est un peu pour tromper le consommateur aussi. Aussi la différence entre labellisation et certification. Un logo, on peut l'utiliser pour il n'y a pas de différence. C'est juste que la certification, il y a un contrôle derrière. Il y a un audit qui se fait, notamment pour la certification des produits bio, un audit qui se fait chaque année. Et pourtant, le logo, il va pas être différencié si c'est de la certification ou de la labellisation. Et donc, en fait, c'est au consommateur de se renseigner. Mais bon, voilà, on sait, vous et moi, qu'on n'a pas forcément le temps de se renseigner quand on voit un produit. Ok, on va aller regarder ce qu'il y a derrière. Et donc voilà, je pense qu'on demande beaucoup et qu'on brouille beaucoup le consommateur. Et pourtant, dans notre quotidien, on sait tous qu'on n'a pas le temps. Et donc, c'est un vaste sujet d'être transparent, mais tout en étant, en aidant le consommateur. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire d'éducation consommateur en expliquant juste la base. De dire quand il y a écrit certification ça veut dire ça, quand il y a écrit labellisation, mais en fait personne prend la charge de ça, que ce soit les marques. Nous quand on travaille chez EcoCert, on nous demandait aussi pourquoi vous aidez pas le consommateur. En fait c'est qu'il y avait pas d'équipe assez suffisante derrière chez EcoCert pour aider le consommateur par rapport à ça, et donc nous on éduquait les marques pour que elles puissent éduquer le consommateur. Mais bon voilà, toutes les marques n'avaient pas non plus le temps de faire ça. Mais voilà. Donc j'espère que ma petite explication a pu vous clarifier la chose. Ouais, clarifier que rien n'est clair à part toi. C'était la blague à papa. Mais merci en tout cas. Oui, ça ne fait que confirmer ce qu'on entend. C'est clair que c'est difficile de bien s'orienter. Alors c'est sûr qu'on devient de plus en plus conscientisé par rapport à ça. Toi, en tant que biochimiste, je ne sais pas comment on vous vend tout ça, je vais dire, pendant ton parcours. Enfin, déjà, si on traite beaucoup des cosmétiques. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, toi, ton rêve, c'était pas de monter chez L'Oréal, mais plutôt d'avoir ta marque naturelle? Parce que je sais pas si c'est par rapport à mon parcours, mais moi le marketing et la com, ça a toujours été quelque chose de flou pour moi. Je comprenais pas trop la stratégie derrière. Évidemment il faut attirer le consommateur, mais pour moi c'était un peu tromper le consommateur de mettre plus de budget dedans que dans la recherche et développement de formules. Mais c'est peut-être parce que voilà, moi je suis ingénieur biochimiste et moi j'ai été formée à faire des formules en fait. Et c'est peut-être justement en étant auditrice et en ayant eu affaire à ces grosses marques qui alors je dis qu'elles sont que c'est red flag, que elles sont elles trompent tout le consommateur, mais en fait des marques comme L'Oréal, elles sont leaders sur le marché, et en fait ils vont avoir plein de marques, ils vont avoir des marques pour toucher un maximum de consommateurs, des marques plutôt style qu'on trouve en grande surface, des marques qui vont faire certifier bio, oui, mais après il va y avoir des marques plus en pharmacie, et donc en fait c'est un peu du greenwashing pour moi, parce qu'ils vont dire oui, on a des marques certifiées, mais à côté de ça ils vont avoir des formules qui sont pas du tout green, et donc pour moi c'est un peu tromper le consommateur de dire oui, regardez, on fait des formules certifiées bio, etc., mais qu'à côté ils fassent des formules où on n'en sait rien, d'où ils se fournissent en matières premières, s'il y a un côté éthique derrière, et donc c'est plus pour toucher un large public. Et je sais pas si c'est un aboutissement de quelque chose, mais c'est vrai que pour moi ce qui est important aussi, c'est de travailler dans un environnement qui est sain, et
et où il y a de l'éthique derrière, où il y a de l'entraide entre les personnes qui travaillent. Et en fait, j'ai l'impression que dans les grandes entreprises comme ça, il y a une hiérarchie et on nous rappelle toujours d'où on vient et on n'a pas forcément de communication claire et fluide entre tous les départements de l'entreprise. Et moi, j'avais envie de travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, avec qui il y a une communication facile, avec des valeurs qui correspondent aux miennes et de la transparence surtout. Et c'est vrai que souvent, comme on sait qu'il y a beaucoup de marques en cosmétique, on m'avait toujours demandé et des petites marques, on m'a toujours demandé toi, ça te dirait pas de lancer ta marque? Et c'est vrai que ça me trottait en tête, mais je voulais pas lancer une marque pour lancer une marque. Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de concurrence sur le marché et il faut quand même se démarquer. Donc je m'étais dit, j'ai le temps et puis ça arrivera quand ça doit arriver. Et puis moi, je crois beaucoup au destin et voilà, le destin m'a fait rencontrer Marguerite qui m'a proposé de se lancer dans l'aventure. Et puis voilà, son parcours me parlait, ses valeurs me parlaient, et puis pour moi, commencer du jardin, de la fleur aussi, ça, c'était vraiment une belle histoire et on pouvait se démarquer par rapport à ça. Parce que même s'il y a des petites marques qui font eux-mêmes leurs produits, on commence rarement de la fleur. C'est des marques qui vont aller se fournir chez des ingrédients, ça peut être des ingrédients locaux, mais voilà, avec une fleur, on ne fait pas des cosmétiques. Donc, il faut partir de la fleur et puis de la fleur en faire quelque chose. Et donc, je trouvais qu'on pouvait se démarquer comme ça. Et je m'étais dit, voilà, lançons-nous. C'était un signe. Voilà, moi je crois beaucoup aux signes, donc. Top, du coup, on va embrayer. Alors, devant nous, tu nous as ramené des échantillons. J'en prends un. D'ailleurs, vous allez pouvoir tester. Dis-nous tout, en fait, parce qu'on voit effectivement le produit fini, là. Alors, t'as beau nous dire 2-3 petits trucs, ça reste assez nébuleux. Ouais, la texture est super chouette, vous allez voir. Donc, dis-nous tout, fais-nous rêver avec tes fleurs, avec justement comment tu la voyais, cette marque, quel chemin elle est en train de prendre. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce baume? Quelles sont ces fleurs? Dis-nous tout. Alors voilà, donc du coup, Marguerite, elle m'a dit, voilà, moi je cultive des fleurs et je fais des macérats après. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un macérat. Alors il peut y avoir différents types de macérats, mais là on part sur un macérat huileux. Donc en fait, on récolte les fleurs, on les fait sécher et ensuite on les fait macérer dans l'huile. Et du coup, toutes les vertus de la fleur, donc voilà, il y a certaines fleurs et certaines plantes qui ont des vertus en cosmétique. Les molécules, elles vont passer de la fleur à l'huile. Et ensuite, on le laisse un certain temps dans l'huile pour laisser justement autant aux molécules de transvaser de la fleur à l'huile. Et ensuite, on va filtrer tout ça. Et ce macérat, on va l'utiliser dans des produits cosmétiques. Et donc, on peut faire plusieurs macérats avec plusieurs fleurs. Et donc, c'est ça qu'elle m'a dit, Marguerite. Moi, je fais ça. Et ensuite, avec ces macérats, on peut faire des produits cosmétiques. Et on s'est dit... elle m'a notamment parlé du calendula. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le calendula. Qui connaît? C'est pas mal quand même, pas mal. Déjà, c'est une très belle fleur qui a une très belle couleur, qui est orange, donc c'est un petit soleil un petit peu. Et c'est une fleur qu'on a la chance surtout de pouvoir cultiver en Belgique. C'est une fleur qui est pas très demandante, enfin qui est demandante au soleil, mais qui peut se récolter plusieurs fois dans l'année en plus et qui pousse assez vite. Et qui a une belle couleur orange et qui fait que quand on la fait macérer dans l'huile, après ça fait un macérat qui est orange et donc qui est intéressant de par sa couleur. Ensuite on peut jouer là-dessus pour les cosmétiques. Et donc on a discuté déjà des vertus et en fait le calendula ça a beaucoup de vertus en cosmétique, notamment c'est réparateur, c'est cicatrisant, c'est apaisant, ça a c'est connu aussi pour les personnes qui ont de l'eczéma. C'est un peu une fleur magique, nous on trouvait. Et on s'est dit, voilà, ça pourrait être intéressant de commencer à travailler sur cette fleur parce que elle peut être utilisée dans plein d'usages différents. Et on s'est dit, on avait aussi cette vision de faire un cosmétique qui est multi-usage pour éviter d'avoir 10 000 produits dans sa salle de bain. Et aussi un produit qui est utilisable pour toute la famille.
On s'est dit, pourquoi pas utiliser un produit qui peut être utilisé autant par des enfants que des personnes qui ont des problèmes de peau, que des personnes qui un peu plus âgées, des femmes enceintes. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va partir de ce macérat et on va faire une formule qui convient à toute la famille. Et donc c'est pour ça qu'ensuite il y a une nécessité aussi d'avoir une texture. Et en fait, le baume, il revient un petit peu sur le marché, notamment en France. Souvent, on est influencé, la Belgique, par la France, mais même dans les cosmétiques, souvent les pays européens et hors Europe sont influencés par la France. Et depuis quelques années, on voit des marques qui se développent et qui développent que des baumes. Et donc, on s'est dit, c'est un créneau à prendre. Et donc en fait, c'était mon rôle d'essayer de trouver un maximum des ingrédients locaux. On voulait se fournir en ingrédients locaux et trouver la bonne formule qui permet d'avoir la bonne consistance. Et parce que souvent, moi, quand j'entends dans mon entourage baume, on pense souvent baume à lèvres et baume solide. Mais nous, on s'est dit en fait, si on veut un baume qui est multi-usage, solide, en fait, il faut quand même bien appuyer. Et puis, si on veut en mettre sur des grandes zones, c'est pas facile en fait d'étaler avec quelque chose de solide. Donc, on s'est dit pourquoi pas on ferait une texture plus crémeuse. Comme ça, quand on veut l'étaler sur une grande zone, c'est plus facile. Et puis, c'est plus agréable aussi. Et donc c'est comme ça que on a joué sur les proportions d'ingrédients pour arriver à une texture qui est crémeuse. Donc en fait, je pourrais être totalement transparente dans la formulation. Je vais pas vous dire le pourcentage, ça c'est secret. Mais les ingrédients qu'il y a dedans, de toute façon, ça sera écrit sur le packaging. Nous, on va être 100% transparent. Donc il y a du macérat de calendula. Et ça aussi, on voulait qu'il y en ait un pourcentage assez élevé. Parce que pour qu'il soit le plus efficace possible, parce que on a la chance de pouvoir faire notre macérat et donc ça réduit les coûts, parce que si on veut acheter du macérat dans le marché, ça a quand même un coût, et donc du coup les marques elles vont en mettre un tout petit peu pour pas trop élever le prix de fabrication du produit. Alors que nous vu qu'on achète les graines pour planter les fleurs, ça nous coûte beaucoup moins cher. Et donc du coup, on s'est dit on veut aussi se démarquer du marché en disant nous on a un baume qui contient beaucoup de macérat de calendula. Et mais bon, il peut pas y avoir que du macérat, sinon ce serait liquide. Donc on le mélange avec du beurre de karité, de la cire d'abeille et d'autres huiles qui permet de faire une texture comme ça qui est très crémeuse. Vous allez pouvoir le tester tout à l'heure. Ouais. Mais il faut savoir que comme c'est que des matières grasses, ça a quand même c'est riche quoi. C'est pas une crème, c'est plus riche qu'une crème. Je confirme. Et donc du coup, ton beurre de karité et ta cire d'abeille, j'imagine que là aussi tu l'as dit peut-être. Un beurre de karité, je sais pas si c'est local, mais Ah non, c'est difficile de faire du beurre de karité en Belgique. Par contre, ça, voilà. Mais par contre, on se fournit donc auprès de fournisseurs qui sont fair trade, on dit. Donc où il y a un respect des travailleurs. Alors souvent le beurre de karité, ça vient de pays africains ou de pays en développement. Et donc pour nous, c'était important que ce soit des produits éthiques où il y a un respect du travailleur derrière, où il y a un respect de la nature également. Donc c'est pour ça qu'on va se tourner vers des matières premières qui sont éthiques. Alors après, le fournisseur, c'est un fournisseur belge, parce que nous-mêmes, on n'est pas allé se chercher, se fournir auprès de fournisseurs directement en Afrique. Mais voilà, c'est un fournisseur belge qui se fournit auprès de fabricants qui respectent ces valeurs-là, de respect du travailleur et des travailleuses et de l'environnement. Mais par contre, pour le reste, on a essayé de faire des huiles aussi, de prendre des huiles en fait qui sont plutôt locales, donc huile de tournesol et huile d'olive, donc qui sont en Belgique c'est compliqué. L'huile de tournesol, on peut en faire un peu quelque chose d'européen, ça c'est sûr. Et là, on se tourne vers des matières premières françaises. Okay, donc c'est pas très loin de chez nous. Ouais. On va les faire tester, non? Oui, je sais pas si ça vous dit de tester. Alors. Il y a même des petits échantillons à gagner. Ouais. On a décidé de faire un petit quiz. Je pense qu'il y a peut-être des petites réponses ou des éléments de réponse qui ont été donnés. On va voir si vous êtes attentifs. Mais je t'en prie, Claire. C'est toi qui as les questions. Alors, oui, j'ai préparé quelques petites questions. Yes, le micro est juste là. Donc peut-être soit vous vous déplacez ou soit on peut le faire passer. Vas-y. Donc la première question, c'est quelle est la différence entre un baume et une crème cosmétique? Ah. Mais c'est
Non, Ah mais oui, d'abord- même sans QCM. Ok. Allez, on teste. Ouais. On teste. Ouais, parfait, c'est ça. Bravo. Alors, je vais amener le petit... Ouais, Les ou petits je vais échantillons, faire- tu le fais? Ouais, comme ça tu continues. La deuxième question, c'était quel est le pourcentage moyen en eau dans une crème cosmétique, à votre avis? Alors, là, j'ai une petite... à part si quelqu'un sait déjà, mais j'ai un choix multiple. Donc, 10%, 25%, 50% ou 70%, à votre avis? Ouais? Ouais, c'est ça. Super. Bravo. Donc, ouais, vous voyez, quand vous achetez une crème, il y a quand même 70% d'eau dedans. Donc il y a aussi pour ça, nous, on voulait faire... Enfin, il n'y a pas de mal à une crème, ça n'a pas le même but, mais on voulait aussi voilà, dire aux consommateurs, vous achetez un baume, vous achetez pas de l'eau, quoi. Vous achetez pas du vent, comme on dit. La troisième question, c'est qu'est-ce qu'un macérat huileux? Une huile essentielle, une infusion de plantes dans de l'eau, une infusion de plantes dans de l'huile, ou un mélange d'huile essentielle et d'alcool? Ouais, super, bravo. Oui, d'ailleurs, je donne les réponses, mais si vous avez des questions ou si vous voulez rebondir par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez pas. Non, il y en a encore deux. Ça, c'est des questions plus l'aspect général des cosmétiques, de l'univers des cosmétiques en Europe. Combien de produits cosmétiques sont fabriqués chaque année en Europe, à votre avis? 1 million, 5 millions, 10 millions ou 4,5 millions? Ouais, c'est ça. Mais ça fait quand même beaucoup, hein. 4,5 millions de produits. Alors, c'est pas des litres, hein. C'est des produits. Donc, autant un produit de 1 litre que de 50 centilitres. Hein. Et ensuite, la dernière question, c'est combien de produits cosmétiques sont gaspillés chaque année en Europe? J'ai des propositions, si vous voulez, pour vous aiguiller un petit peu. 50 millions, 120 millions, 800 millions ou 2 milliards? Comment? Non, on n'est pas dans le milliard, je vous rassure. Mais bon, on commence déjà au haut, quoi. Oui, c'est ça, 800 millions qui sont gaspillés. Et ça aussi, moi, quand j'étais auditrice et que j'allais dans des usines et que je voyais tous ces... c'est encore une fois c'est la réglementation aussi qui veut ça, mais en fait, il y a... Soit ils surproduisent pour prévenir une grosse commande, ou parce qu'il y a eu une erreur dans la fabrication, mais ils en sont au moindre risque, en fait, ils jettent, quoi. Ils jettent. Et ça peut rarement être recyclé. Donc c'est jeté et ça veut dire que c'est de la production qui ne sert à rien, c'est des matières premières qui ont été fabriquées pour rien. Donc voilà, c'est triste. Ouais. Mais oui. Mais en tout cas, vous avez été super bon, wow, bravo. À fond, Bravo. Alors Claire, il nous reste 10 minutes, on va parler peut-être un petit peu de ton expérience entrepreneuriale, mais je sais pas. Il reste évidemment des petits échantillons de baume, donc ceux qui n'en ont pas reçu, n'hésitez pas à venir rechercher et à tester à la fin du podcast. Est-ce que à ce stade, il y a des questions pour Claire? Oui, peut-être... Je peux parler fort. Ok. Oui. Ça sera enregistré. Ouais. En fait, ma question, c'est comment est-ce que vous allez gérer du coup votre stock? Et admettons, maintenant, il y a une énorme demande et votre popularité monte en flèche. Comment est-ce que vous allez garder du coup votre aspect éthique, local, etc. Pour justement répondre à une forte demande qui pourrait arriver, quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques éthiques qui grandissent à une vitesse folle et qui du coup, j'ai l'impression perdent un peu du coup certains échelons d'équité et de durabilité, et voilà, parce que du coup la demande fait que local ça peut pas toujours être répondre à cette demande là, quoi. Oui, c'est une belle observation et déjà c'est une belle question, en tout cas elle me motive bien parce que j'espère que ça va m'arriver. On te le souhaite. Ouais. Alors
Oui, en effet, c'est compliqué quand on change d'échelle. Au bout d'un moment, on est tous humains, on n'est pas des robots, donc au bout d'un moment, ça sera difficile pour moi de continuer à les fabriquer toute seule. Il demandera une certaine mécanisation. Et donc là, oui, je compte faire appel à des laboratoires. Mais déjà, pour moi, j'ai envie de faire marcher aussi le marché belge, et donc je prendrai un laboratoire en Belgique, même s'il y a moins de concurrence et moins de possibilités, et donc que ça a un coût un peu plus élevé. Mais par contre, c'est toujours possible, même si on demande à un sous-traitant de fabriquer nos produits, de nous-mêmes fournir les ingrédients. Donc ça restera moi une obligation, où c'est moi qui imposerai les ingrédients, et ça ils sont obligés en fait de respecter, et je sais que ça ils le font, parce que de toute façon si c'est moi qui leur fournis les ingrédients, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre ces ingrédients là. Et donc c'est mon ambition au bout d'un moment, quand j'arriverai plus à suivre le rythme, on va dire, mais de sous-traiter à un laboratoire. Alors en plus de par mon expérience chez EcoCert, je connais les quelques laboratoires auxquels je peux faire confiance. J'ai quelques contacts, et donc du coup par contre maintenir ce choix éthique et local des matières premières. Après je suis aussi très ouverte vers l'échange, et peut-être que même eux ils pourront me proposer des fournisseurs aussi qui ont des valeurs qui correspondent aux miennes. Donc voilà. Merci pour ta question en tout cas. Est-ce qu'il y en aurait une autre vite fait avant de... Non ? Ok, parfait. On fonce alors. Je voudrais quand même, évidemment, que tu nous expliques un petit peu ton ressenti en tant que jeune entrepreneur. Parce que voilà, l'entrepreneuriat, on sait, c'est des galères, et puis surtout au début. Je voudrais, de ta mince expérience, que tu nous dises déjà tout ce que tu as pu vivre, en quoi ça te paraît peut-être facile, ou surtout compliqué, je pense. Mais voilà, tout ça, que tu nous fasses part de tes émotions par rapport à ton parcours jusqu'ici. Oui, alors je vous ai déjà un petit peu expliqué le début, donc cette rencontre avec Marguerite, cette troisième personne qu'on a amené pour toute la partie marketing, com, et puis ce brainstorming pour arriver au développement de ces baumes cosmétiques. Donc tout commençait bien, j'étais un petit peu sur un petit nuage, genre waouh, tout est aligné, on est une super équipe, on a les mêmes idées, les mêmes valeurs, tout va bien se passer. Donc on a commencé par les trucs un peu moins drôles quand même, faire l'étude de marché, faire l'aspect financier, trouver des moyens de financer tout ça. Et puis tout se déroulait bien jusqu'à ce que je trouvais qu'il y avait une... Ah oui, déjà j'ai pas précisé que toutes les trois, de par notre expérience, on s'était dit on veut pas dépendre de ce projet financièrement. Donc on s'était dit, surtout au début, ça va être compliqué de pouvoir survivre avec ça, surtout qu'on était trois, donc il fallait en vendre des baumes. Donc on s'était dit toutes les trois, on va avoir une activité à côté, pour au moins on se met pas de stress financier. Et en fait, Marguerite a été amenée à changer de travail à côté, et en fait ça a un peu changé sa disponibilité, son dynamisme dans le projet. Et puis pour des raisons personnelles, elle m'a dit écoute, je pense que j'ai plus le temps et j'ai plus une énergie en fait à donner dans ce projet. Et donc moi j'ai essayé de discuter avec elle en lui disant attends, on arrive si près du but, est-ce qu'il y a pas d'autres moyens, tu penses, on peut pas trouver une alternative pour essayer de continuer. Et puis au début ça a été un peu un coup dur, j'étais très partagée entre tristesse et un peu colère. Je me suis dit c'est trop dommage, on arrive au bout et on va laisser tout tomber. Et puis la troisième personne aussi qui était là pour tout ce qui est marketing et com, elle nous avait dit déjà de base que elle était pas basée à Bruxelles, et elle nous avait dit qu'elle nous soutenait pour toute la partie marketing com, pour donner son avis, donner les idées, mais que voilà, elle était pas présente physiquement au quotidien, quoi. Et donc on a décidé de prendre un peu notre temps toutes les trois et de se dire est-ce qu'on veut continuer ou pas. Et puis finalement après 1 ou 2 semaines de réflexion, Marguerite m'a dit je suis désolée, mais je pense que pour moi pour l'instant c'est pas ma priorité. Et donc là j'ai essayé de moi réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer toute seule, mais en fait ça avait été aussi une crainte par le passé, quand on me proposait quand on me demandait est-ce que tu veux lancer ta marque, je me sentais pas les épaules pour. Et puis
j'ai réfléchi et puis après je me suis dit en fait non, moi mon tempérament c'est je vais au bout des choses et donc je me suis dit en fait qu'est-ce que je perds. J'ai passé beaucoup de temps à faire toutes les premières étapes, donc pourquoi pas continuer seule ou pourquoi pas trouver quelqu'un d'autre. Donc en fait, j'ai décidé de continuer toute seule. Et alors, ça, c'est le gros avantage de notre cher pays, la Belgique, c'est que je trouve que c'est plus facile de se faire des contacts, de se faire un réseau. Et le bouche à oreille a beaucoup marché. Et notamment, c'est aussi pour ça que je suis là. Mais en fait, j'ai rebondi et je me suis dit, en fait, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va me fournir en fleurs. Et en fait, j'avais une amie qui était arboriste, je l'ai contactée et elle m'a dit, attends, moi je connais telle et telle personne qui cultive des fleurs. Donc j'ai commencé à contacter 1 ou 2, 3 personnes, super réactives. J'en ai contacté d'autres. Et en fait, c'est comme ça que je me suis, que j'ai pu rebondir et je me suis dit, en fait, oui. C'est pas parce que le projet a commencé d'une telle manière qu'il peut pas se finir d'une autre manière. Et en fait, il y a eu plein de belles rencontres qui m'ont reboosté dans le projet et je me suis dit ouais, go. Donc normalement, j'ai trouvé d'autres cultivatrices de fleurs parce que alors je sais pas si c'est le destin ou quoi, mais ça reste un projet qui est très féminin. Et j'ai même aussi des possibilités de faire de lui donner une direction de plus de réinsertion professionnelle avec quelque chose d'éthique par rapport à ça qui me tient aussi à cœur. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Ça peut prendre d'autres directives. Donc ça, c'est super chouette. Mais par contre, j'ai trouvé des solutions pour tout ce qui est fleurs, fournisseurs, tout ça, fabrication. Mais par contre, mon gros aspect, mon gros trou noir là, c'est tout ce qui est marketing et com. Là, je me laisse encore un peu le temps, mais ça c'est quelque chose, c'est des compétences que je n'ai pas. Et pour l'instant, j'ai pas encore trop trouvé de soutien là-dessus. Donc je fais appel à vous si vous connaissez des gens ou si vous-même. Ça y est, on a déjà trouvé. Trop bien. Trop chouette. Mais du coup, je me permets de rebondir parce qu'il nous reste déjà plus que 2 petites minutes, vite fait là. Donc on l'a compris, je savais qu'on aurait trop à dire. Vous voyez, début d'activité et on a encore plein de choses à raconter. Mais du coup, ouais, si tu pouvais nous dire pour conclure ce dont tu aurais besoin aujourd'hui, là maintenant, et ouais, peut-être faire appel aux personnes qui sont là ou qui connaissent d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, je rappelle, le panier il est là-bas avec les petits papiers. Faites avancer Claire dans son projet, laissez-lui votre email et des petits mots d'amour et du soutien. Oui, déjà merci pour votre écoute, ça booste beaucoup. Et voilà, comme je l'ai dit, mon gros point noir c'est un peu la com et le marketing, et ça c'est inévitable, on en a besoin pour faire connaître la marque. Et la marque, parlons-en. En fait, c'est vrai que quand on avait commencé le projet avec mes collaboratrices, on avait trouvé un nom de marque, mais maintenant qu'on a décidé de plus continuer l'aventure à 3, il faut que je retrouve un nom de marque. Et en fait, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, et j'ai pas envie de trouver un nom lambda parce que une fois qu'on a trouvé notre nom, il reste. Et donc du coup, j'ai besoin de votre aide là-dessus. Si vous avez des idées, même pas forcément un nom, mais une direction. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, il y a une amie, elle m'a dit pourquoi tu partirais pas des noms des parties de la fleur, parce que c'est quand même ta particularité, tu parles des fleurs, donc vous savez il y a les pétales, les étamines, etc. Et puis moi je suis quelqu'un, on me dit souvent qui suis très joyeuse, optimiste, j'ai l'énergie quoi. Et puis donc du coup, je voulais quelque chose qui soit assez vivant, pourquoi pas un jeu de mots. Donc voilà, si vous avez des pistes par rapport à ça ou des gens qui pourraient m'inspirer ou voilà, n'hésitez pas. En tout cas, il y a une petite boîte là-bas avec des petits mots. Vous pouvez laisser ce que vous voulez. Il est déjà utilisé. Et puis j'ai mis une fiche à côté où vous pouvez laisser votre adresse email si vous voulez en savoir plus sur le projet ou si vous avez envie de continuer à me soutenir de quelque manière que ce soit. Mais en tout cas, merci pour votre soutien aujourd'hui, pour votre attention, votre écoute, parce que waouh, j'ai été bluffée, le QCM, tout le monde était les questions au taquet. Les questions, les réponses sont vite arrivées. Écoute, merci à toi Claire, et puis on te souhaite vraiment tout le meilleur. Je vais devoir te réinviter, ça c'est sûr, dans quelques temps, plaisir. Quand tu nous expliqueras ta success story. Cette fois-là, tu seras rich and famous. J'espère pouvoir vous présenter d'autres baumes et d'autres produits.
Et en tout cas, merci à toi, Alison, pour l'invitation. Mais Mon premier podcast. avec plaisir, et pas le dernier, j'en suis sûre. Merci beaucoup Claire, on peut continuer la discussion plus tard si vous avez encore des questions pour Claire ou des suggestions, donc n'hésitez pas. Merci et à bientôt. Merci, et merci à PodBXL pour l'invitation aussi.